Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Autre et autrui en philosophie. Autrui en philosophie est un concept récent. Jusqu'à Hegel, la question de l'altérité n'avait pas droit d'être citée. Les solipsismes sur le sujet existaient, prévalaient encore chez Descartes, le philosophe classique. Autrui en tant qu'autrui n'est pas seulement mon alter ego, il est ce que je ne suis pas. Je cite Lévinas. Autrui est celui qui n'est pas moi, il est celui que je ne suis pas, et en même temps, il est un même que moi. Il appartient à la condition humaine, semblable et différent, proche et distant. Autrui est à la fois dont je ne peux me passer et celui qui est parfait m'insupporte. Autrui, surtout celui que j'ai le devoir de reconnaître comme sujet. Mais puis-je le connaître? Comment s'entendre avec autrui? Peut-on s'entendre avec autrui? Au même titre que moi, l'autre est une conscience qui pense le monde et qui s'interprète lui-même. Comment pourrais-je avoir accès à l'intériorité d'une conscience qui n'est pas la mienne? En effet, autrui n'est pas un objet, mais un sujet, une identité qui ne peut pas donner de manière définitive, mais qui se construit, qui évolue. Autrui est insaisissable. Comment deux libertés, la science, la sienne et la mienne, peuvent-elles s'entendre et ne pas se heurter l'une l'autre dans un affrontement perpétuel? L'homme n'est pas naturellement sociable. Je cite Hobbes euh, dans son livre De citoyen. Pour Hobbes, l'homme n'est pas naturellement sociable. Il est devenu sociable que par accident. L'état de nature était défini par un état de guerre permanent de tout contre tout. Chez Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Cet état est de nature, l'état qui précède celui qui instaure, celui du contrat dans lequel les hommes accepteront de limiter leur liberté naturelle au profit d'une liberté civile, certes limitée mais pacifiée. L'état de nature est une fiction théorique et non une réalité historique. Il est une hypothèse de travail pour parvenir à penser l'homme antérieurement et indépendamment de toute socialisation. Dans cet état de nature règne le droit du plus fort. Règne la liberté naturelle, elle est synonyme de pouvoir et de force. À l'état de nature, les hommes alternative, les hommes disposés de leur corps et de leur esprit sans limite légale ou éthique. Ils s'inspiraient aux mêmes fins, d'où une rivalité perpétuelle. Chaque homme tente de dominer l'autre. La liberté et sans limite, l'état de guerre est permanent. Puis l'homme a voulu sortir de cet état de guerre, lui et autrui, accepter de saisir d'une part de leur liberté individuelle pour établir un contrat entre tous les hommes pour accéder à une liberté collective. Le contrat est une production de la raison et représente un état supérieur à celui de l'état de nature qui n'était que violence. S'entendre avec autrui n'est pas chose aisée, car cette entente implique une limitation de la liberté de chacun, une entrave au désir. Autrui s'inscrit donc comme une limite au soi, mais je suis aussi la limite au soi d'autrui. Autrui est donc insupportable, mais il est aussi indispensable et mon entente avec lui procède de l'insociable sociabilité. Donc, je cite l'insociable sociabilité, texte de Kant, dans son article Une idée universelle du point de vue cosmopolitique. C'est l'incompatibilité entre deux principes qui assurent le développement de la société. Société, en latin societas, désigne un groupe réuni dans un monde organisé
réglementée et comportant des échanges de services. La société implique donc un état de culture, état dans lequel l'homme réalise ses despotismes physiques et intellectuels, mais dans cet état de culture, l'homme est tiraillé entre deux choses antagonistes. Premièrement, la nécessité de s'associer à d'autres hommes, donc de participer à une vie collective. Deuxièmement, le désir de rechercher à satisfaire son intérêt personnel. Donc, vivre de façon individualiste. Cette insociable sociabilité, ce qui va permettre, au-delà du désordre et de façon paradoxale, de mettre en place une culture, une civilisation, une sociabilité effective. C'est parce que l'homme est mu par un intérêt personnel qu'il s'érige contre d'autres hommes. Ces phénomènes créent de la stimulation, de l'émulation entre les hommes, cette lutte, et ce qui fait que l'homme sort de la paresse, de la longévité. Il développe ses talents et ses aptitudes, ses pensées passées, de la grossière disposition au discernement moral. C'est parce qu'il résiste à mes désirs et parce que je résiste aussi que le développement intellectuel de chacun aboutit tout triomphe de la raison. C'est l'insociabilité naturelle de l'homme qui entraîne sa sociabilité culturelle. Si autrui m'insupporte, c'est moins en ce qu'il diffère de moi qu'en ce qu'il me ressemble. Nous désirons les mêmes choses et ce que l'on prend fait nécessairement défaut à l'autre. Autrui est donc une menace parce qu'un rival, il est insaisissable, il est une conscience dont l'accès m'est impossible. Mais si je ne peux connaître autrui, je dois m'entendre avec lui par-delà cette insaisissabilité. Si je ne peux connaître autrui, je dois cependant le connaître. Je ne peux connaître autrui, mais j'ai le devoir moral de le connaître. Autrui est nécessaire à la condition de soi comme sujet. La reconnaissance de l'autre par moi, de moi par l'autre, est ce que nous construisons comme conscience. Cette réciprocité dans la reconnaissance est ce qui établit l'intersubjectivité, la reconnaissance du fait que nous soyons deux sujets, deux consciences qui se désirent dans le monde à partir d'une reconnaissance à la fois conflictuelle et nécessaire. Autrui et moi, une reconnaissance réciproque. C'est Hegel dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, je cite, selon Hegel, le premier moment de cette reconnaissance de l'un par l'autre est celui de la lutte entre deux consciences qui s'affirment d'abord par une négation réciproque. Chacun veut être reconnu par l'autre afin de sortir de sa seule subjectivité. La seule certitude d'elle-même, chaque conscience, veut que l'autre la reconnaisse afin d'avoir la preuve objective de son existence. Pourquoi? Parce que la vérité implique une relation entre un sujet et un objet, et ma conscience ne veut pas être un objet pour une autre conscience. Je ne peux être reconnu comme conscience que par une autre conscience. Je ne peux être reconnu comme conscience de soi que par une autre conscience de soi. De la même façon, la conscience d'autrui ne peut se reconnaître comme conscience de soi que parce que ma conscience la reconnaît comme telle. Je cite Hegel, la conscience générale de soi est l'affirmative reconnaissance de soi, même dans l'autre moi. Autrui, ainsi, cela veut dire qu'autrui est reconnu comme conscience de soi par la conscience de soi que je suis moi-même. Permet ainsi l'intersubjectivité et la reconnaissance de deux connaissances qui se reconnaissaient comme sujet. Mais cette reconnaissance ne peut pas signifier la connaissance d'autrui en son essence. Je le reconnais comme une conscience de soi au même titre que moi, mais autrui est un autre que moi, avec ses désirs, ses projets, un rapport au monde différent du mien. C'est pourquoi autrui, incarnation d'une liberté dans le monde, est celui face auquel je dois les respecter.
Maintenant, reconnaître autrui, reconnaître l'humanité en l'autre et donc reconnaître ma propre humanité. Sans autrui, le monde se réduirait à mon seul point de vue. Le monde se réduirait à l'unique représentation que je m'en fais. La présence d'autrui, aussi, donc aussi pour moi l'assurance, hein, l'assurance d'une extériorité de l'existence d'autre chose que mon seul rapport au monde, autrui, une relation au monde possible, des idées différentes auxquelles je me confronte, autrui, celui auprès duquel je me transforme moi-même, près duquel je deviens autre. Autrui, celui qui me sépare de mon égocentrisme. L'autre, celui qui me limite et me stimule. Reconnaître comme sujet au même titre que moi et comme autre que moi, c'est sortir de mon égocentrisme. Cette limite à l'expression de mon moi n'est pas seulement privative, elle est aussi ce que me permet de me séparer de l'indifférence de on, de reconnaître l'autre comme l'identité de tu. Respecter autrui, c'est aussi respecter l'autre en moi-même et me respecter au travers de l'autre. C'est la reconnaissance de l'appartenance à une seule et même condition humaine. C'est séparé de l'égocentrisme, c'est séparé de l'ethnocentrisme. Je cite le texte de Claude Lévi-Strauss dans son livre Race et Histoire. Les dispositions psychologiques naturelles font que l'on a toujours de mal à admettre ce qui est différent de nous, ce que nous est culturellement étranger, car face à l'inconnu, on reste sans repère, sans point d'appui possible pour y répondre. Le premier mouvement est le rejet de ce que ne nous est pas familier. Cependant, il y a une sorte d'espèce humaine. Les civilisations ne sont que des expressions particulières d'une seule et même espèce, une seule et même humanité. Ne pas reconnaître l'humanité chez l'homme qui me fait face en le qualifiant de barbare signifie que me conduire comme ce que je lui reproche l'être, ne pas reconnaître l'humanité en l'autre, ne pas reconnaître l'humanité en moi-même. En l'excluant de la nature humaine, je m'en exclus moi-même. C'est moi le sauvage, en refusant l'humanité, en apparaissant comme le plus sauvage aux barbares de ses représentants, en effet que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord qui croit en la barbarie. Autrui n'est pas seulement mon prochain, il est aussi en lointain. Il peut appartenir à une culture très différente de la mienne, avec différents codes sociaux. Autrui est celui qui incarne et me présente d'autres façons de penser dans le monde, de se rapporter avec des rites, des échanges différents du mien. Autrui est ce qui me le plus proche, le plus lointain. Il est celui qui m'humanise quand il est reconnu et qu'il me reconnaît. Je cite Rousseau, celui qui n'imagine rien, ne sent que lui-même. Il est seul au milieu du genre humain. Maintenant, la solitude la plus grande de souffrance. Je cite le texte de David Hume dans son livre Traité de la nature humaine. La plus grande souffrance, la solitude. Quand le bonheur n'est pas partagé, il est moindre. Quand la souffrance n'est pas partagée, elle est amplifiée. Toutes les passions impliquées, la sympathie, souffrir avec les passions sont le même chez tous les hommes. Même si tout le pouvoir étayé donné à un seul homme, même si tout le désir étayé comblé, cet homme resterait misérable s'il était sans communion, sans partage. Un seul, absolument seul, ne peut être heureux. Dans l'expérience du dialogue, il s'insérait les deux interlocuteurs dans une opération dont chacun de nous est le créateur. Je cite Merleau-Ponty dans son livre La philosophie de perception, lorsqu'il raconte nos perspectives glissées l'une dans l'autre, nous coexistons
à travers un même monde. Je lui prête des pensées, il me fait penser en retour. Cela veut dire autrui s'intègre à ma vie. Je m'intègre à la sienne par le dialogue et le souvenir de ce dialogue. Mon objectif, l'objectif qui devenait constitutif des instants de ma vie, double objectivisation, euh, objectivation réciproque, ce qui m'est nu comme sujet est aussi ce qui me constitue comme sujet. Autrui est celui qui m'altère et sans lequel je serai dans un total solipsisme. Cette altérité est présente dans la pensée de Lévinas, avec la notion du visage. Le visage me présente l'autre dans son dénouement le plus extrême. Il m'impose de fait une relation éthique. Contre l'illusion d'optique, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, ce sont notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu'un, un grand Dieu, quelqu'un. Maintenant, définition générale d'autrui. Un autre, les autres hommes, le prochain, définition particulière de philosophe sur autrui. Je cite Hegel, puisqu'il est nécessaire chacune de deux consciences de soi qui s'opposent l'une à l'autre, s'efforcent de se manifester et de s'affirmer devant l'autre et pour l'autre. Comment comme un autre pour soi absolu, par là même, celle qui a préféré la vie à la liberté et qui se relève impuissante à faire par elle-même pour assurer son indépendance, abstraction de sa réalité sensible, présente entre ainsi dans le rapport de servitude, le Hegel, phénoménologie de l'esprit. Pour Sartre, autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi, dans l'être et l'union. Sartre aussi, autrui, c'est ce moi-même dont rien ne me sépare, absolument rien, si ce n'est pas sa pure et totale liberté. Autrui, le médiateur entre moi et moi-même, le pour soi renvoie au pour autrui, dans être et union. Pour le Derrida, tant que l'autre en tant qu'autre n'aura pas été de quelque façon acquis dans l'épiphanie, dans le retrait ou la visitation de son visage, il ne saurait-il avoir de sens à parler de paix avec les mêmes. On n'est jamais en paix dans son concept de 11 septembre. Derrida aussi, autrui, est secret parce qu'il est autre dans même référence. Pour Lévinas, le moi devant autrui est infiniment responsable, dans éthique est infini. Lévinas aussi, je cite, le visage de mon prochain est une autorité qui ouvre l'au-delà, le Dieu du ciel, est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté de croyance, dont éthique est infinie. Lévinas aussi, je cite Lévinas, dont éthique est infinie, lorsqu'il raconte que le visage parle. Mais au ciel, selon Husserl, j'apprendre pas l'autre tout simplement comme non, mon double. Je ne l'apprendre ni pourvu de ma sphère originelle ou d'une sphère pareille à la mienne, ni pourvu de phénomènes spatiaux qui m'appartiennent en tant que tel liés à Lucie, mais à considérer les choses de plus près, c'est son corps qui est constitué d'une manière originelle et donné dans le monde d'anique absolu entre fonctionnellement de son action. Dans son livre Méditation cartésienne, pour Heidegger, les autres, ce sont plutôt ceux dont la plupart du temps on ne se distingue pas dans son livre maîtresse Être et temps. Voilà notre intervention intitulée Autre et autrui en philosophie terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.